Ok, salut à tous, bienvenue sur un nouveau format du podcast Running Knowledge, le format court. Aujourd'hui, on en a enchaîné deux, donc c'est le deuxième en présence de Eric. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait ensemble. Et aujourd'hui, le thème, c'est un petit update, une petite mise à jour sur les découvertes et un petit peu mon avis sur la préparation physique, qui est un petit peu différente de ce qui se fait en majorité. Donc voilà, on attaque tout de suite. Eric s'est blessé, comme ça fera une petite liaison. Eric s'est blessé, il va rattaquer la préparation physique. Et donc, la préparation physique, elle va commencer par une analyse de son mouvement. Et à partir de quoi je vais me baser pour savoir si son genou est fonctionnel ou pas, et fonctionnel pourquoi. D'abord, de par mon expérience, hein, tout ça, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue sur mon expérience par rapport au coaching que je peux faire, ma pratique personnelle et aussi une analyse et une réflexion aussi de la préparation physique, du mouvement humain, de par ma carrière, de par ce que j'ai vu, de par ma pratique sportive, l'entraînement de plein d'athlètes, des blessures et des recherches personnelles qu'on pourrait dire presque des études. Et ton expérience de coach aussi. Et mon expérience de coach, bien sûr. D'abord, je suis parti du constat, en écoutant Neji Aguilar et plein d'autres coachs, que l'activité principale de l'homme, c'est ni soulever, ni porter, ni lever, ni pousser. 90% du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève, on se tient debout, on marche, on court. À partir de ça, je vais établir mes protocoles d'analyse, de scanner. Ok. Donc, je vais regarder comment un corps bouge, se tient droit et se relève. Mais se relever, c'est à partir du sol. Mais la plupart du temps, on ne se relève pas. On se tient debout, on marche et on court. Donc, voilà. Ensuite, une activité qu'on utilise peu de nos jours, mais qui a déterminé l'évolution un petit peu génétique de nos membres, c'est le lancer. Le lancer, il faut savoir que l'être humain était un chasseur, mais assez faible physiquement. Donc on devait chasser de loin et à plusieurs pour pouvoir tuer des proies de loin et pouvoir fuir facilement. Donc courir si on n'arrivait pas à les tuer, si elles se retournaient contre nous. Donc on a développé une des épaules les plus fonctionnelles pour le lancer du règne animal. Sachant que, si vous vous doutez de ça, vous regardez, l'être humain est l'animal qui peut courir le plus longtemps et lancer le plus loin. On a le système de sueur, de refroidissement direct, simultané avec la course. Donc, la position érigée, donc Homo erectus, la position érigée, qui nous permet de voir loin pour voir les dangers arriver et qui a déterminé un petit peu et beaucoup le positionnement de notre cerveau, sa masse et son fonctionnement. Parce qu'il est réparti sur toute la colonne, il y a plein d'études qui le montrent. Donc voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'activité physique ou la nécessité extérieure a déterminé des comportements et ces comportements répétés sur un très long terme ont entraîné une adaptation physiologique. L'entraînement volontaire est apparu très tard dans l'évolution humaine. On se rend compte que l'entraînement répété d'un mouvement entraîne une adaptation physiologique donc au niveau des tissus conjonctifs, des muscles et de la structure. Qu'est-ce qu'un tissu conjonctif, Jenny? C'est tous les tissus qui entourent les articulations, donc les muscles, les ligaments, les tissus qui entourent l'articulation et qui créent le lien, donc les fascias, etc. Très bien, merci. Voilà. À partir de ça, les tendons, les ligaments, tout. À partir de ça, on doit faire un choix rapidement de quelle évolution on veut faire, quelle évolution on veut pour notre corps, d'accord? Quelle évolution on veut créer. Mais on part pas d'une masse inerte, on part d'une masse qui a déjà un programme. Ce programme a été déterminé sur des millions d'années, d'accord? Donc le corps est venu à, comme on a dit tout à l'heure, à être efficace en position érigée, en position pour courir et marcher. Ça reste nos facteurs de base. Donc avant tout, tous les mouvements doivent reproduire le facteur de se tenir droit efficacement, se marcher et courir. Donc la contre-rotation. Ok. Notre corps, donc moi jambe gauche passe devant, mon bras droit passe devant, je suis dans une position efficace ici. On pourrait dire que seulement marcher et courir
permettrait d'optimiser cette posture. Mais c'est faux puisque marcher et courir, c'est l'ensemble de plein de petits mouvements et petits patterns qui, mis bout à bout, créent le mouvement. Euh, à partir de ça, on va pouvoir créer des exercices qui correspondent au lancer, à la marche et à la course. Et ça va être notre plateforme principale, notre socle d'entraînement. Ensuite, on va pouvoir ajouter tenir, d'accord? Saisir, pousser et tirer. D'accord? Donc la plupart du temps, l'être humain n'était pas là à lever des pierres très très lourdes de 200 kilos. Il était un peu plus intelligent que ça. Il se mettait à plusieurs pour porter et de manière répétée des charges lourdes. Donc ça indique quand même un fonctionnement cognitif et de travail en commun pour les charges lourdes. À part dans un choix délibéré d'améliorer sa masse musculaire et de vouloir se spécialiser dans le soulever et le porter de charge, d'accord? Mais sinon, on va rendre vraiment plus important la marche, la course, la position gyrée. Donc autour de ça, vous pouvez regarder dans le Functional Pattern. Je vous encourage à prendre le 10 Weeks course, le cours de 10 semaines, ou alors de m'envoyer des messages, prendre un cours particulier. Je vous expliquerai. Il y a d'autres experts en France et en Europe qui pratiquent cette discipline. Donc on part à l'opposé d'autres disciplines, de la posture érigée, marche et course. On va déterminer un programme d'entraînement autour de ça et on va juger si le corps est vraiment symétrique et efficacement placé, d'accord, pour pouvoir optimiser toutes ces fonctions. Et ensuite, on va pouvoir rajouter d'autres fonctions, tirer, pousser, etc. Sachant que si vous regardez, moi c'est qui suis moins pointu que Johnny en préparation physique, mais qui parle beaucoup avec lui, qui suit ce qu'il suit, je fais attention. Je me rends compte que dans les pratiques de combat, on reconnaît énormément, pattern ça veut dire schéma, des schémas qui sont des schémas de marche et des schémas de lancer. C'est-à-dire, alors, si on veut prendre une frappe qui est extrêmement similaire, vous prenez un crochet haut large, Ouais, voilà. c'est une mécanique de lancer. Si vous voulez un exemple Et entre parenthèses, qui est une des frappes qui met le plus KO à l'UFC. Voilà. Donc, qui est une des frappes qui est la plus efficace dans sa trajectoire, où le corps humain peut produire le plus de puissance dans cette frappe. C'est pas pour rien si cette frappe, comme de par hasard, entre guillemets, reproduit le schéma amplifié d'un cycle de marche ou d'un cycle de lancer, pardon. D'ailleurs, si vous regardez, il y a des combattants, Fedor, Chuck Liddell, Takanori Gomi qui était champion de baseball. C'est intéressant, hein? Ouais, c'est intéressant. Il dit que ce qui lui avait donné son KO punch à l'époque, certaines personnes peut-être aujourd'hui oublié qui il était, c'est un des plus grands poids légers de tous les temps. Et ben, il reproduisait son mouvement de lancer de baseball, qui sont les lanceurs les plus forts qu'on connaisse, avec dans cette frappe. Il a mis beaucoup de gens très très bons KO. Si vous regardez de la lutte, dans un mouvement similaire au coup de poing supérieur, vous avez ce qu'on appelle le knee pick ou le blocage de genou, où on vient chercher Georges Saint-Pierre, excellent, une de ses meilleures années au sol. C'est justement ce mouvement où on va contrôler avec le haut du corps et bloquer le genou et avancer. C'est une mécanique de lancer et de pas mélangée, ça qui est intéressant. Voilà. Après, excuse-moi, je suis désolé. Vas-y. Et pour finir, si vous regardez les épreuves de lancer qu'on voit aux Jeux Olympiques ou dans le sport, c'est-à-dire si vous regardez les plus efficaces, ça j'y ai pensé il y a peu de temps, le baseball, le lancer de javelot et le lancer de poids, c'est toujours une mécanique de pas alliée à une mécanique de lancer, qui sont les choses qu'on est censé faire pour évolutivement. Ouais. Et donc c'est bien la preuve que vous allez pouvoir retrouver un pas et un lancer dans quasiment, même au sol, dans énormément de mouvements que vous faites, un pas et un lancer. En gros, si vous voulez optimiser plein de mouvements de manière naturelle et assez rapide que vous faites dans votre discipline, regardez les mouvements en contre-rotation. Donc, je me mets de profil où mon corps va effectuer une rotation, ok, ici, une contre-rotation, rotation du bras gauche devant et la jambe droite devant, ok, ici. Avec une neutralité de la posture, des épaules, des omoplates. Et après, il y a plein de critères qui rentrent en compte pour optimiser cette position-là. Mais on peut le retrouver même dans les clés de cheville, dans les renversements et plein de choses. C'est ce qu'on appelle le cycle de Gates, c'est le cycle de marche. Mais ce n'est pas spécifiquement l'effort de marche. C'est cette contre-rotation, c'est cet effort-là qu'on doit respecter, optimiser
pour pouvoir optimiser plein de positions. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez suivre d'autres schémas. C'est des schémas où tout le corps travaille ensemble. Il n'y a pas forcément de rotation. Mais en général, on va produire moins de force. Ou si on produit plus de force et qu'on répète souvent ce mouvement, on va dérégler notre posture. Cela va avoir une conséquence néfaste pour notre posture dans la vie de tous les jours. Ce qu'on peut voir souvent avec tous les mouvements qui sont sur un seul plan, d'accord, et pas en contre-rotation, on peut produire beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais on crée un dérèglement sur la posture globale. Euh, les résultats de Functional Pattern le montrent. Quand on reprogramme les personnes, on leur fait faire en isolant certaines parties du mouvement, que je vous ai montré, de cycle de marche ou de contre-rotation, et où on appelle aussi ça la réciprocité. C'est-à-dire, euh, j'avance mon bras, mon épaule d'un millimètre, mon genou et ma hanche s'avance d'un millimètre, d'accord? Avec les justes proportions qu'on a pu et identifier au fur et à mesure de toutes ces années en biomécanique. Par exemple, on sait que c'est 2 tiers, 1 tiers. En général, on dit 2 tiers. La force du quadriceps, c'est 2 tiers plus fort que celle de l'ischio, etc. Voilà, en gros, il y a tout ça. La mobilité qu'on connaît des hanches, les hanches tournent de 5 degrés, la cage thoracique doit tourner un peu plus. Pour cela, il doit y avoir une liaison entre le transverse et le périnée pour pouvoir connecter le haut du corps et le bas du corps, les omoplates connectées. Enfin, il y a plein de connectés avec le corps pour que ça soit pas tout seulement l'épaule qui prenne tout l'effort. Enfin, il y a plein de détails qui font qu'on peut optimiser ce mouvement. Donc, en suivant le cycle de rotation du corps qu'on peut retrouver dans plein de mouvements de la vie de tous les jours et vers lequel on doit se rapprocher pour pouvoir pas déprogrammer, pour faire en sorte d'être efficace en gros, pour éviter l'écueil de dire la pratique du sport de haut niveau, quoi qu'il arrive, amène à des blessures et abîme le corps sur le long terme, donc de manière fonctionnelle. Puisque fonctionnel, c'est ce qu'on fait dans la vie dans 90% de notre journée. Marcher, courir ou en tout cas marcher, se tenir debout. Maintenant, on reste souvent assis. Donc pour moi, c'est pas forcément fonctionnel que d'être adapté à la position assise. Mais il faut que notre pratique soit pratiquée en accord avec notre physiologie, d'accord? Qui a mis des millénaires à se faire en termes d'évolution, mais aussi aller vers la performance. Et les deux sont possibles. Performance et rééquilibrage postural et santé sur le long terme, si on respecte le plan qui a été fait par la bioévolution, j'ai envie de dire, la biomécanique évolutionnaire. Si on suit cette ligne, d'accord? Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a évolué vers la marche, la course, la position érigée. Si on suit ça, ok, on va pas trop avoir d'impact de notre pratique sur notre vie de tous les jours. Même des impacts positifs. Par contre, si on se focalise sur des mouvements où les deux bras poussent en même temps, si c'est 80% de notre travail, du squat lourd avec la barre derrière ou du soulevé de terre avec les deux bras devant, où il n'y a pas de rotation, où le poids est réparti que sur une petite zone ou un petit plan de notre corps, là on peut avoir des graves impacts. Ou si le corps s'adapte, parce qu'il va finir par s'adapter à ce type de travail, on va dérégler un schéma, on va entraîner une évolution accélérée et inverse à celle qui a été faite au cours de ces milliers d'années d'évolution au final. Donc il faut faire un choix, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Maintenant, moi, dans ma pratique et dans l'entraînement des personnes que j'entraîne, j'essaie de respecter à 80% du temps la biomécanique du cycle de marche et de réciprocité que je vous ai expliqué avant. Alors maintenant, une question qu'on nous pose souvent, enfin qu'on me pose souvent, qu'on t'a posé souvent aussi, c'est qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce que tu recommanderais d'avoir au minimum dans ce qu'on appelle un home gym? C'est-à-dire si quelqu'un veut s'entraîner à la maison avec une méthode qui correspond aux critères que tu viens de décrire, quel est le matériel, on va dire, est-ce que tu peux donner trois? Minimal, euh, euh, optimal et premium top génial. Alors, de l'espace, peut-être l'espace d'une chambre. Ça, c'est le premier matériel parce qu'avec son corps, on peut presque tout faire. Ensuite, des élastiques que vous pouvez acheter sur Internet avec différentes couleurs et des poignées. Ensuite, des poids pour mettre aux chevilles et aux poignets pour pouvoir lester certains mouvements. Des haltères qui vont, en fonction de votre force, mais pourquoi pas jusqu'à 15, 17, 20 kilos avec une gamme d'haltères
1 kilo, je sais pas, je vais dire 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos et 17 kilos, 20 kilos. Je pense que c'est bien. Déjà avec ça et un tapis de sol pour pouvoir faire quelques exercices, pourquoi pas un ballon lesté. Donc un ballon lesté, des haltères de 5 kilos et 3 kilos et des élastiques. Vous allez, et un petit tapis de sol, vous allez pouvoir pratiquer plein de choses. Donc ça c'est pour la base. Ensuite, si vous rajoutez plus d'haltères, pourquoi pas un ou deux kettlebells. Massue? Et un ou deux kettles et pourquoi pas un marteau, vous savez les marteaux, les massues, les masses que vous pouvez acheter au magasin, top aussi pour s'entraîner. Hum, et voilà, et ensuite ce qui serait intéressant de rajouter, c'est les massues, c'est-à-dire de différentes tailles et de différentes proportions qui ne sont pas forcément lourdes, mais le fait que le poids soit placé à l'extrémité va permettre de travailler avec un levier des mouvements qui sont biorhythmiques. Donc, où on va se balancer le poids, avoir une contraction et une décompression. Comme il se passe dans la vie de tous les jours quand on fait un mouvement, mais ça va être exacerbé par le mouvement. Est-ce que tu peux répondre à une question spéciale du podcast qu'on m'a posée, qu'on m'a Oui, demandé? oui. Dao Votrung, qui sera invité, Ronnie Naech, qui est un ami qu'on a en commun, c'est un tourneur de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire De le de talier. lutte à livre, qui a fait dans sa catégorie en master 3 ou 4 deuxième au championnat du monde Nogi en Californie, qui s'entraîne là-dessus, qui s'entraîne depuis de nombreuses années. Je dis ça pour que certains de vous le connaissent peut-être, mais C'est pour vous quelqu'un dire que qui connaît vraiment la c'est quelqu'un pratique. qui connaît vraiment la pratique et qui est curieux. C'est vraiment quelqu'un qui cherche toujours à optimiser sa place, son espace, son temps, qui est tombé amoureux de la massue dont Mhm. tu parlais, le Club L, demandait à ce qu'on peut, avec une massue, travailler tout le corps. Euh, et je lui ai dit que je te poserais que je te répondrais. D'ailleurs, si vous nous posez les questions directement, on y répondra, hein. Alors, la massue, le fait que le poids soit placé à l'extrémité, c'est pour créer un levier. Donc, bien sûr, on peut travailler tout le corps, on peut faire des travaux en isolation et tout, mais je pense que ce n'est pas l'intérêt. Si vous voulez faire du travail en isolation, achetez plutôt des haltères. Maintenant, il y a des haltères, vous pouvez investir Mhm. dans un prix où vous pouvez faire des haltères où la même barre peut charger plein de poids Il différents. parlait pas d'isolation, hein. Il disait est-ce qu'on peut travailler Ah, l'intégralité du corps? c'est pour répondre à la question. Ouais. Donc, les haltères, pour moi, c'est pour faire des mouvements biorhythmiques, en balancier, etc. Pas pour faire que des mouvements. Si c'est pour faire des mouvements d'isolation ou comme ça, comme on peut voir maintenant, il n'y a presque aucun intérêt. Autant le faire avec une barre ou une barre à vide ou une barre avec deux poids de chaque côté, etc. Là, l'haltère, La massue, tu veux la dire. massue, le fait que le poids soit que d'un côté, c'est pour faire des mouvements en balancier, biorhythmiques ou pour tout le corps, pour augmenter le levier de chaque mouvement. Donc, c'est deux choses différentes. Là, j'ai vu quelques formations qui proposent des mouvements avec la massue, mais sans utiliser l'avant-stage de la massue. Juste des mouvements, tu sais, façon développé militaire, curl, waouh, bravo. C'est grande innovation. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais je pense que chaque outil a sa spécialisation. Après, vous pouvez, si vous avez que ça, vous pouvez isoler. Maintenant, on travaille en isolation avec des outils d'isolation que les bodybuilders utilisent. J'adore le style bodybuilding parce que ça a son intérêt pour les sportifs. L'isolation avec les haltères et les barres et pourquoi pas les machines. Et le, les mouvements biorhythmiques avec des outils décentrés tels que les kettles et les massues. Et les mace BL, donc soit les petites massues, soit les grandes massues, les clubbels, les maces. Vous pouvez, avec ce matériel-là, travailler tout votre corps, mais même en isolation, vous pouvez travailler tout votre corps Comment ouais, avec travailler les les jambes maces. avec ça alors? On peut tout travailler. Alors, pour travailler les jambes avec ça, ça va être avec des hautes répétitions ou alors un principe hyper important, c'est inclure une sorte d'isométrie de temps sous tension supérieure. C'est-à-dire qu'on va faire le mouvement, mais on va le ralentir en essayant d'appuyer sur tous les angles avec votre pied, comme si vous vouliez appuyer dans toutes les directions avec un placement pour contracter votre jambe volontairement au maximum sur chaque mouvement. C'est-à-dire que vous allez faire le même mouvement, il n'y a pas très très lourd, mais vous allez essayer de contracter votre muscle au maximum volontairement. Et là, vous travaillez vraiment vos jambes. Parce qu'on travaille le relais, c'est ça? Vous travaillez le relais, le message nerveux, volontairement, vous allez travailler plus fort vos Est-ce que jambes, tu peux me etc. parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui sur l'étude du doigt? Oui, ça, je peux en parler. Alors, pour faire rapide, des études ont montré que la stimulation, mais des études contrôlées avec des capteurs sur les muscles travaillés. Donc, c'était un groupe de 10 personnes qui faisait pendant, je crois, 3 mois, 2 fois par semaine pendant 1 heure.
il devait contracter, penser à contracter le muscle du doigt, donc le fléchisseur du doigt ici, juste en pensée, s'imaginer le contracter avec le doigt comme Mais ça, sans le contracter ici, mais physiquement. sans réellement le contracter. Et ils avaient un capteur que des gens contrôlaient tout le temps pour voir si, que des chercheurs contrôlaient tout, ouais, tout le temps, en permanence, pour voir s'ils contractaient physiquement. D'accord? Donc c'était pour comptabiliser que les messages nerveux, mais pas la contraction volontaire ici. Et pas la réelle contraction. Et en fait, on s'est rendu compte que au bout de 2 mois ou de 3 mois, je crois, il y a une augmentation de la force de ce muscle en termes de contraction de 30 à 35% sur toutes les personnes. D'accord? Alors qu'une méthode normale n'a pas le même effet sur toutes les personnes Donc la en augmentation de la force. visualisation, Donc la visualisation du muscle et de l'effort spécifique et ciblé, d'accord, augmente, en tout cas chez des gens qui sont au moins débutants, ok? Parce qu'on ne sait pas chez des avancés qui ont beaucoup travaillé leurs muscles si ça va avoir le même impact, mais en tout cas chez des débutants, va augmenter la performance du muscle, en tout cas en termes de contraction. Ils ont fait une étude ensuite derrière, en complément, pour savoir quel- qu'est-ce qui se passait, comment se passait ce mécanisme. Et en fait, c'est l'amélioration du schéma nerveux, muscle et cerveau qui permettait, à force de le répéter de manière imaginée et consciente, mais non réelle, qui permettait d'augmenter le chemin et qui permettait d'augmenter la force. Maintenant, si on fait les deux en même temps, on peut réussir à augmenter encore plus, avoir des meilleurs efforts, des meilleurs effets sur grâce à notre entraînement. d'où le fait qu'on dit toujours qu'il faut qu'il y ait de Visualiser. l'intention derrière les Voilà. mouvements. S'imaginer le faire, pourquoi pas Et pendant qu'on le fait aussi. écrire notre programme, s'imaginer le faire en combat, être à 200% sur, et pas être à faire 100 répétitions, mais en faire 10, mais à chaque fois, on Conscientiser. est, comme Bruce Lee disait, une complète tension émotionnelle. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est l'utilisation d'Omega Wave qui permet de savoir chaque jour votre état de forme et vos fenêtres de traînabilité, ce qui est cohérent de vous entraîner, quelle qualité est cohérente pour vous, dans laquelle vous devez vous entraîner aujourd'hui. Ok? Et donc, ce Omega Wave, c'est un indicateur que vous mettez ici, au poignet et au niveau une ceinture sur le cœur, qui va vous donner des données au jour après jour, ou même avant votre entraînement et après surtout avant votre entraînement, qui va vous indiquer votre état cardiaque, avec la cohérence cardiaque, votre variabilité cardiaque, une état de votre système nerveux périphérique et central, pour vous dire si vous êtes plus amène à travailler des nouvelles capacités, à prendre des nouvelles techniques, ou travailler votre explosivité, votre force, votre cardio, votre puissance aérobie, anaérobie, etc. Ce qui va permettre de casser le cycle de périodisation et de faire une périodisation journalière. Par contre, il faut quand même avoir un plan de base global de périodisation et en plus le compléter par l'utilisation d'Omega Wave. Donc, utiliser, recentrer les priorités du mouvement qui sont se lever, se tenir droit, marcher et courir et lancer, et ensuite tenir, réceptionner, lancer, pousser et tirer. Voilà, ça c'est la priorité du mouvement et pas l'inverse, pas pousser et tirer en premier et après le reste. Ensuite, à partir de ça, s'oxygéner aussi. D'accord? Mais ça, c'est dans la marche et la course parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas que le mouvement. Ne pas oublier les termes de contre-rotation, de tenségrité, de juste tension dans tout le corps quand on fait tous les mouvements, ok, et de réciprocité. Si mon bras passe devant de 3 cm, mon genou gauche, mon genou opposé passe devant de 3 cm par exemple, d'accord? Et essayer de retrouver ce schéma moteur dans toutes les actions pour limiter l'impact de notre entraînement dans la vie de tous les jours et augmenter notre longévité dans la vie de tous les jours en termes de sport et en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire de vie de tous les jours. Deuxième chose, pour avoir un gym efficace, de l'espace, des élastiques, quelques haltères, quelques kettles, quelques maces, et c'est parti. Ok. Ensuite, utiliser Omega Wave pour avoir un état
une analyse et des résultats objectifs sur son état de récupération pour pouvoir savoir ce qu'on peut travailler chaque jour en fonction de son état nerveux, cardiovasculaire, etc. Donc je pense que ça, c'est des points précis qui vont vous permettre de passer un cap et de progresser tout en accordant progrès et performance et amélioration de vos conditions de vie et de votre santé et de votre longévité dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est bon, Eric? Je vous remercie. J'espère que ça va vous aider. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous. Si vous êtes d'accord, dites-le nous aussi. Si vous avez des questions, allez-y. Et on a commencé à mettre en place une tournée de stages qu'on fait sur toute la France et même en dehors. Là, on commence à Gennevilliers ce week-end chez Kader Faradji. Ensuite, cet été, on sera chez Flavio Peroba à Nice pour le Summer Camp. Là, on va avoir d'autres stages, notamment à Auxerre, etc. peut-être. Donc, si vous êtes intéressé par des cours particuliers, des stages ou n'importe quoi, aller boire un café, n'hésitez pas. Mettez-nous un message, proposez-nous des sujets. Merci à tous nos sponsors. What's up?